Bonjour les excellents. Dans cette vidéo, exercice de chimie. On révise les réactions chimiques, quantité de matière, etc. pour l'entrée en première, spécialité physique-chimie. C'est parti. Une fraise naturelle contient plus de 300 espèces chimiques ayant des propriétés aromatiques. Pour reproduire un arôme de fraise, on ne synthétise que celles qui sont les plus marquantes. Parmi elles, on retrouve le 2-méthylpropanoate d'éthyle, C6H12O2 liquide, qui peut être synthétisé au laboratoire. Pour cela, on introduit dans un ballon 23,75 g d'acide 2-méthylpropanoïque C4H8O2 liquide et de l'éthanol C2H6O liquide pour que le mélange initial soit stéchiométrique. Puis on chauffe à reflux pendant 30 minutes. En plus du 2-méthylpropanoate d'éthyle, il se forme une espèce chimique notée X. Première question. Schématiser et légender le montage utilisé pour la synthèse de l'arôme de fraise. C'est parti. Donc il s'agit de dessiner le montage qu'on va utiliser. Alors, comme c'est indiqué ici, il y a un ballon. Il y a un ballon dans lequel on introduit deux réactifs liquides. Donc déjà, on peut dessiner un ballon. On dessine un ballon dans lequel il y a nos réactifs liquides. On va y aller étape par étape. On chauffe à reflux. Donc on chauffe à reflux. Alors déjà, on chauffe. Ça veut dire que ce ballon, il est chauffé. Donc on le représente comme ça. Et c'est un chauffage à reflux. Ça veut dire qu'ici, on a une colonne à reflux. Donc la colonne à reflux, bon, il y a différentes façons de la schématiser. Ce qui est important, c'est de bien faire la double paroi. Ici, refermée sur le haut, refermée sur le bas. C'est quand même un cylindre, donc on peut faire comme ça. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette double paroi et d'indiquer ici qu'on a une entrée d'eau et là, la sortie d'eau froide. Un vrai montage à reflux, bien évidemment, il y a des espèces de bulles à l'intérieur, mais sur le schéma, ce n'est pas la peine de l'indiquer. Et puis, on fait en sorte quand même qu'il y ait une bonne connexion entre le ballon et la colonne à reflux. Et puis, bien évidemment, on dessine le support, puisque cette colonne, elle ne flotte pas dans les airs. Donc on a un support à l'arrière, voilà, pour maintenir le tout. Voilà. On peut également... alors on nous a pas dit qu'il y avait d'agitateur, mais parfois on peut dessiner un agitateur magnétique. Ici donc, alors on doit indiquer bien évidemment la légende, donc on doit mettre ici qu'on a un ballon. Ici on a le chauffe-ballon. Ceci s'appelle un réfrigérant à eau. Le schéma ici est complet, on peut aller vérifier une fois de plus dans l'énoncé s'il y a autre chose. On introduit un ballon, stéchiométrique, reflux. Ok. Donc là, notre schéma est complet. On va pouvoir passer à la question 2. Alors, question 2. Identifier les réactifs et les produits de la réaction de synthèse. Une lecture attentive de l'énoncé va nous permettre de trouver les réactifs et les produits. Donc les réactifs, je vais les surligner de cette couleur. Donc on introduit tant de grammes d'acide 2-méthylpropanoïque liquide et de l'éthanol. Les produits, donc il se produit le 2-méthylpropanoate d'éthyle, qui est en fait l'un des arômes de fraise que l'on veut synthétiser, n'est-ce pas? Dont la formule est ici, c'est le même. Et également, il y a un autre produit, c'est l'espèce chimique notée X. Pour l'instant, on ne connaît pas. Donc on va pouvoir résumer ça par écrit sur notre copie. Passons maintenant à la question 3. Question 3. Écrire l'équation de la réaction de synthèse et identifier en justifiant la formule de l'espèce X. Donc on connaît les réactifs, on connaît les produits, donc on peut déjà écrire l'équation C4H8O2 plus C2H6O donne C6H12O2 plus X. Et comment allons-nous identifier l'espèce chimique X? Eh bien tout simplement en faisant un bilan au niveau des éléments. Donc les éléments, donc à chaque fois on a carbone, hydrogène, oxygène. Ici,
Combien de carbone? 4 plus 2, 6 carbone. Combien d'hydrogène? 8 plus 6, 14 hydrogène. Et les oxygènes, 2 plus 1, 3 oxygènes. En ce qui concerne les produits, donc ici on a 6 carbone, on a 12 hydrogène et on a 2 oxygènes. Qu'est-ce qui nous manque pour que l'équation soit équilibrée? Eh bien ici il nous manque 2 hydrogènes pour faire les 14 et ici il nous manque un oxygène pour faire les 3. Donc la molécule X, elle contient 2 hydrogènes et un oxygène. On en conclut que X, c'est en fait H2O. Et donc maintenant, on peut réécrire l'équation bilan complète. Voilà notre équation bilan. On peut maintenant passer à la question 4. Sachant que la masse volumique de l'acide 2-méthylpropanoïque C4H8O2 vaut 0,95 grammes par millilitre, déterminez le volume occupé par un échantillon d'acide 2-méthylpropanoïque C4H8O2 de masse 23,75 grammes. Donc on nous donne la masse volumique, on nous donne la masse, qu'on connaissait déjà d'ailleurs, il n'était pas obligé de le répéter ici. On nous demande le volume, c'est une formule que vous connaissez bien, puisque la masse volumique, qu'on note habituellement de cette lettre grecque qui est la lettre ρ, c'est la masse de l'espèce sur son volume. On en conclut que le volume, c'est la masse sur la masse volumique. Alors on va se remettre les données ici. On nous a indiqué une masse de 23,75 grammes et une masse volumique de 0,95 grammes par millilitre. On peut donc passer à l'application numérique. Inutile de convertir la masse en kilogrammes, puisque la masse volumique est elle-même en grammes par millilitre. Et donc le résultat qu'on va obtenir seront des millilitres. On effectue ce calcul et on obtient 25 millilitres. Alors on doit faire très attention aux chiffres significatifs. La masse est donnée avec 4 chiffres significatifs, alors que la masse volumique est donnée avec 2 chiffres significatifs. Donc le résultat doit contenir 2 chiffres significatifs, d'où le 25 et non pas 25,0 par exemple. On peut passer à la question 5. Question 5. Calculer la masse d'une molécule d'acide 2-méthylpropanoïque C4H8O2. Alors une molécule. Donc là, il faut faire attention aux données qui sont explicitées dans l'énoncé. On nous donne la constante d'Avogadro, on nous donne la masse d'un nucléon et le nombre de masses des différents atomes qui sont en jeu dans cette molécule. Alors déjà, il faut expliquer que la masse d'un atome, c'est en fait la masse de son noyau. On ne va pas tenir compte des électrons. Ce qui explique qu'on nous a donné la masse des nucléons dans l'énoncé et non pas la masse des électrons. Donc, la masse d'une molécule C4H8O2, c'est 4 fois la masse d'un carbone, puisqu'on en a 4, plus 8 fois la masse d'un hydrogène, plus 2 fois la masse d'un oxygène. Et la masse de chaque atome va être la masse du nucléon fois le nombre de nucléons qu'on trouve dans le noyau de cet atome. On peut factoriser par la masse d'un nucléon. On effectue ces calculs dans la parenthèse. Et donc la masse de notre molécule, c'est 88 fois la masse d'un nucléon. On peut faire l'application numérique. 1,47 fois 10 puissance moins 25 kg. On peut maintenant passer à la question 6. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions dans cet exercice, mais elles sont assez rapides. Et il est bien parce qu'il est assez complet pour faire une bonne révision de chimie de fin de seconde. Question 6. Déterminer le nombre de molécules d'acide 2-méthylpropanoïque C4H8O2 utilisées lors de cette synthèse. Donc on parle toujours de la même molécule dont on vient de calculer la masse. Et on nous demande combien de molécules. Alors,
C'est très simple, on a la masse totale de l'acide 2-méthylpropanoïque qu'on a utilisé, et on connaît la masse d'une molécule d'acide 2-méthylpropanoïque. Donc il suffit de faire la division. Donc le nombre, on va appeler grand N, de C4H8O2, c'est égal à la masse totale de C4H8O2 divisé par la masse d'une molécule C4H8O2. Application numérique. Donc la masse, on a dit 23,75 grammes. Alors ici, comme la masse d'une molécule, on l'a exprimé en kilogrammes, le 23,75 grammes, on va le convertir en kilogrammes. Donc 23,75 grammes, ça nous donne 23,75, 10 puissance moins 3 kilogrammes. Et donc divisé par la masse d'une molécule, 1,47 fois 10 puissance moins 25 kg. Bon, j'ai indiqué les unités, normalement ne s'indiquent pas dans le calcul, ce qui nous donne 1,62 fois 10 puissance 23 molécules. Très bien. Question 6, très rapide également. Et donc maintenant, question 7. Déterminer la quantité de matière, toujours d'acide 2-méthylpropanoïque C4H8O2 utilisé lors de cette synthèse. Donc là, on nous demande la quantité de matière, le nombre de moles. La quantité de matière, c'est le nombre de molécules divisé par le nombre d'Avogadro qui était indiqué dans les données. Application numérique. 2,69 fois 10 puissance moins 1 mol. Attention encore une fois aux chiffres significatifs. Le nombre de molécules, on l'avait avec 3 chiffres significatifs. Le nombre d'Avogadro également 3 chiffres significatifs. Donc le résultat, 3 chiffres significatifs. 2,69 fois 10 moins 1 mol. C'est parti pour la question 8. Déterminer la quantité de matière d'éthanol nécessaire pour que le mélange soit stéchiométrique. Pour cela, on s'en réfère à l'équation bilan. Donc l'équation bilan qui est ici nous indique que pour une molécule de C4H8O2, on utilise une molécule d'éthanol. Donc on rédige de la façon suivante. C'est ce que vous avez vu en classe de seconde. Si on est dans les proportions stéchiométriques, alors le nombre de moles de C4H8O2 divisé par son coefficient stéchiométrique, qui est 1 dans l'équation bilan, comme on le voit ici, est égal à nombre de moles d'éthanol divisé par son coefficient stéchiométrique, je vais le mettre d'une autre couleur, qui est également dans l'équation bilan 1, comme on peut le voir ici. Et donc grâce à cette justification, on va pouvoir dire que le nombre de moles nécessaires d'éthanol pour être dans les proportions stéchiométriques, c'est également 2,69 fois 10 puissance moins 1 mol. On peut passer à la question 9. La formule de Lewis de la molécule d'éthanol est donnée ci-contre. Petit a, donner la configuration électronique des atomes C, H et O. Donc on nous rappelle les nombres de charges. C, Z égale 6, H, Z égale 1 et O, Z égale 8. Donc la configuration électronique. Alors quelque chose d'important à préciser, c'est qu'on a affaire à des atomes et donc ils sont électriquement neutres. Donc le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Et donc c'est parti pour la structure électronique. Donc l'atome de carbone, on nous a dit qu'il avait 6 protons, Z égale 6, et donc il va avoir 6 électrons. Et donc on remplit les couches électroniques. Donc la première couche 1, qui a une sous-couche S qui peut contenir 2 électrons. Ensuite on passe à la... Donc là ça sature la couche 1, c'est la règle du et. Ensuite, on passe à la couche 2. Donc la couche 2, elle a 2 sous-couches. Elle a 2S et 2P. La sous-couche S de la couche 2 va être saturée avec ces 2 électrons. Donc là, on compte combien on a d'électrons. On a 2 et 2, 4 électrons.
Donc comme on a dit que pour C il y avait 6 électrons, il nous en manque 2. Et donc en fait la sous-couche P, qui peut contenir jusqu'à 6 électrons, en fait là chez le carbone, elle n'en contiendra que 2. Puisque là, 2 plus 2 plus 2, on a nos 6 électrons. Pour l'hydrogène, c'est encore plus simple. L'hydrogène a un seul proton, donc un seul électron. Donc dans la première couche, sous couche S, un seul électron, et c'est terminé. Et enfin, l'oxygène. Donc l'oxygène, on a dit qu'il a 8 protons. Donc puisqu'on a un atome, il y a 8 électrons. Donc déjà, la première couche, sous couche S, est saturée avec ses 2 électrons. Couche 2, sous couche S, saturée également. On en a déjà 4, il nous en manque 4. Et donc la sous-couche P de la couche 2 contient 4 électrons. On a ici nos 8 électrons. 2 plus 2, 4, plus 4, 8. Sachant que je rappelle, la sous-couche P peut contenir jusqu'à 6 électrons. Voilà, on peut passer à la question 9b. Dresser un tableau recensant pour chaque atome de la molécule le nombre de doublés liants, de doublés non liants. En déduire pour chaque atome le nombre d'électrons de valence qui entourent l'atome. Alors, on nous a demandé de faire ce tableau. Donc pour chaque atome, on va voir le nombre de doublés liants, le nombre de doublés non liants et le nombre d'électrons entourant l'atome. On va faire ça pour l'atome de carbone, les atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Donc les atomes de carbone, combien ont-ils de doublés liants? Eh bien chaque atome de carbone a 4 doublés liants. Celui-ci, 1, 2, 3, 4. Celui-là, 1, 2, 3, 4. Donc à chaque fois, c'est 4 doublés liants. Combien de doublés non liants? Eh bien aucun, puisqu'ils ne sont pas indiqués autour de l'atome. 0. Le nombre d'électrons qui entourent l'atome, du coup c'est combien? Eh bien puisque là on a des doublés à chaque fois, il faut dans un doublé, il y a 2 électrons. Et donc 4 fois 2, 8. Donc ici on a 8 électrons autour de l'atome de carbone. Les atomes d'hydrogène possèdent tous un doublé liant et aucun doublé non liant. Et donc ils sont entourés de 2 électrons. Et les atomes, en fait, l'atome d'oxygène, il a 2 doublés liants, qui le lient ici au C et ici au H. Et il a 2 doublés non liants qui sont représentés. Donc 2 fois 2, 4, et encore 2 fois 2, 4, 4 plus 4. On a donc 8 électrons qui entourent l'atome d'oxygène. Et enfin, dernière question, la question 9c. Ces atomes respectent-ils la règle de stabilité dans cette molécule? Alors, la règle de stabilité, quelle est-elle? En fait, il y en a 2. Il y a la règle du duet et la règle de l'octet. Donc on peut dire que la règle de stabilité est bien respectée, car H respecte la règle du duet et C et O respectent la règle de l'octet. Et cette question conclut cet exercice. Cet exercice est maintenant terminé. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.